Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara prête serment pour la 3e fois. Il annonce la création d'un ministère de la réconciliation nationale et invite l'opposition au dialogue. Fête de l'indépendance 2020 dans la région des Cascades au Burkina Faso, le professeur Abdoulaye Soma dénonce du sabotage dans l'organisation. Il accuse et condamne l'État pour n'avoir pas été à la hauteur. Nous ouvrons ce 13h avec le président ivoirien qui a prêté serment hier pour la 3e fois. C'était au palais présidentiel d'Abidjan. Alassane Ouattara, malgré l'agitation et le refus de l'opposition de valider les résultats, est bel et bien reparti pour 5 années à la tête du pays. Le président a invité les différents acteurs politiques à reprendre le dialogue. Et dans la même veine, il a annoncé la création d'un ministère de la réconciliation nationale. Le président Roch Marc Christian Kaboré a pris part à cette cérémonie dont nous vous proposons un bout dans ce reportage de Yamba Kabré, notre correspondant permanent. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Il vient d'être renvoyé à ses fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire pour un quinquennat par le Conseil constitutionnel ce lundi au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara vient ainsi de prêter serment pour demeurer à la tête du pays pour les 5 années à venir et il compte bien déployer son programme dénommé la Côte d'Ivoire solidaire à bon port. Pour ce nouveau mandat, notre réussite économique doit se mesurer au-delà de la croissance de la richesse nationale, par notre capacité à offrir encore plus d'opportunités à chaque citoyen ivoirien, aspirant à un mieux-être, notamment aux plus jeunes. Plusieurs chefs d'État, d'anciens chefs d'État et de hauts représentants des institutions nationales et internationales étaient à cette cérémonie, dont le président réélu du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Je veux féliciter pour son élection. C'est une investiture qui s'est passée dans les règles de l'art. En tout cas, on lui souhaite un bon quinquennat et beaucoup de succès pour la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso attend également d'énormes avancées dans la coopération entre les deux pays frères. Nous espérons donc, après cette investiture et celle du Burkina Faso qui va intervenir, nous espérons d'ici la fin du mois, pouvoir donc relancer et renforcer la coopération et l'amitié entre nos deux pays et s'attaquer donc aux défis majeurs que nous avons en commun. Et l'un des défis majeurs que nous avons en commun en premier aujourd'hui, c'est celui de la sécurité. Le président Ouattara, réélu en octobre dernier, réaffirme sa légitimité nationale et internationale pour mener à bien son programme de gouvernement, mais devrait aussi faire face à l'affront de son opposition pour parvenir à une véritable réconciliation nationale. Il compte y parvenir en annonçant la création d'un ministère consacré à cette problématique pour son nouveau et 3e mandat. Le président du Faso, après la Côte d'Ivoire, s'est envolé hier pour la Guinée-Conakry, d'où il assistera également à l'investiture de Alpha Condé ce jour même, 15 décembre. Au Burkina Faso, une voix s'élève pour dénoncer une organisation bâclée du 11 décembre 2020 dans la région des Cascades. Le professeur Abdoulaye Soma, natif de la localité, a crié en effet hier au sabotage dans la préparation de la commémoration de la fête nationale du pays. Il a ouvertement attribué un carton rouge à l'État. C'était hier lors d'une conférence de presse donnée à Ouagadougou. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce que le porte-parole du groupe des grands leaders de la région des Cascades reproche à cette organisation. Mamidriana Kamabou. Plus jamais de sabotage dans l'organisation du 11 décembre dans aucune région du Burkina Faso. Ce sont les propos de Abdoulaye Soma tenus lors de cette conférence de presse.
Ce dernier estime que certaines infrastructures traditionnelles emblématiques du 11 décembre n'ont pas été réalisées et ne sont même pas en début d'exécution. C'est l'exemple de l'auberge du 11 décembre qui était programmée mais qui a semblé avoir été oubliée. C'est aussi le cas de la maison de l'Appelé qui se construit habituellement lors des célébrations du 11 décembre dans les chefs-lieux de région. Mais Banfora n'a pas semblé avoir ce mérite aux yeux des organisateurs. Abdoulaye Soma, porte-parole du groupe des grands leaders de la région des Cascades, affirme également que la tradition de cohésion sociale a été bafouée dans la région des Cascades et à Banfora. Les Gouins ont défilé, les Kalaboro ont défilé, les Turkas n'ont pas défilé. Et d'autres ethnies qu'on n'exclut pas ont défilé. Mais le fait qu'on ait exclu les Turkas, ce n'est pas acceptable. Et les Senoufos, qui peut parler de la Liraba sans parler des Senoufos? Nous avons dit que nous nous désolidarisons, pas de l'organisation, mais nous nous désolidarisons de cette exclusion des communautés. Parce que ça fragilise la cohésion sociale qui est déjà critiquée dans la région des Cascades. Nous sommes dans une opération publique de reconstruction, de reconquête de cette cohésion sociale. Et il ne faut pas que des actions républicaines, des actions du gouvernement viennent fragiliser cela. Parce que ça se dit, moi je viens d'arriver à Banfora hier à minuit, et c'est ce qui se raconte là-bas, les gens ne sont pas contents. Le conférencier du jour pointe aussi du doigt le gouvernement sur l'organisation de la célébration des festivités du 11 décembre. Selon Abdoulaye Soma, compte tenu des retards d'exécution des travaux de réhabilitation, les chefs coutumiers et traditionnels de la région avaient demandé le report des festivités. Pour Abdoulaye Soma, le gouvernement aurait dû répondre favorablement à cette requête. Une des raisons que moi je peux avancer, c'est peut-être le Covid-19, c'est vrai, et puis les élections. Mais donc vous voyez là, il y avait des raisons objectives de reporter. Même vous avez vu aujourd'hui le CAO, FESPACO, SNC, Tour du Faso, même le FESPACO c'est en discussion. Pour Abdoulaye Soma, ce qui s'est passé à Banfora n'est rien d'autre qu'un scandale indigne du Burkina Faso. Il appelle donc le gouvernement à avoir plus d'égards et le même égard aux différentes localités et communautés qui composent le Faso. Le phénomène du mariage d'enfants à la peau dure au Burkina Faso, la plateforme multisectorielle de prévention et d'élimination prend le problème à bras-le-corps. Hier, elle a tenu sa session unique de l'année. Cette rencontre a servi de cadre de définition de grandes orientations en matière de promotion de l'abandon du mariage d'enfants au Burkina Faso. Ami Valiant avec la voix de Nelly Tapsouba. Le phénomène des mariages d'enfants est persistant au Burkina Faso, et ce, en dépit des nombreux progrès, notamment en matière de prévention et de prise en charge. Deuxième du genre, cette session a pour objectif de faire le bilan des activités de promotion de l'abandon du mariage réalisées par les acteurs de janvier à décembre 2020 et de valider le plan de travail annuel 2021. Le gouvernement a mis en place un comité multisectoriel de lutte contre le mariage d'enfants. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à voir comment nous avons travaillé, comment nous pouvons mieux faire pour lutter contre le mariage d'enfants. Vous savez que l'enquête de 2018 a dénombré que pour le genre, que 44% des femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans contre 3% au niveau des femmes. Et aujourd'hui, le taux de démographie nationale est de 3,1%, c'est énorme. Nous avons une jeunesse de moins de 25 ans à plus de 69%, d'où la nécessité de regarder comment nous pouvons faire pour permettre aux femmes de mûrir avant d'aller au mariage. C'est une nécessité, c'est capital. Pour l'accompagner dans cette lutte, le Burkina Faso bénéficie de l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population. Pour Auguste Poyon, représentant résident de l'UNFPA au Burkina Faso, les efforts doivent être individuels mais aussi collectifs. Un accent particulier doit également être mis sur l'éducation. Au Burkina Faso, la fécondité des adolescents varie significativement selon le niveau d'instruction. Elle est 5 fois plus élevée chez les filles non instruites que chez celles qui ont au moins le niveau secondaire d'instruction. Cela est selon l'EDS 2010. Les filles ayant les plus faibles niveaux de scolarisation sont donc les plus susceptibles d'être mariées à un âge précoce.
et donc d'être victimes de grossesses précoces et souvent non désirées. Aucune fille ne devrait être privée de son enfance, de son éducation, de sa santé et de ses aspirations. Elle doit grandir dans un environnement familial de bonheur, d'amour et de compréhension. On rappelle, le Burkina Faso a adopté en novembre 2015 une nouvelle stratégie nationale de prévention et d'élimination des mariages d'enfants 2016-2025, mise en œuvre à travers des plans d'action opérationnels. Elle a pour mission de faire du Burkina Faso un pays où le mariage précoce sous toutes ses formes est éliminé à l'horizon 2025. Le 11 décembre dernier, à Banfoura, aura vu se tenir la rencontre trimestrielle entre le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales et le Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées. Une réunion qui a permis aux deux structures d'examiner l'état d'avancement des protocoles conjointement signés. À noter que la précédente rencontre remonte à janvier 2020, un calendrier qui a été victime de perturbations liées au Covid-19. Serge Badou. Réviser le protocole d'accord qui existe entre le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales et le Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées et trouver les voies et moyens pour des investissements utiles au profit des collectivités territoriales. Tel est l'objectif de cette rencontre. Pour Bruno Dipama, directeur général du FPDCT, les deux structures rencontrent des difficultés sur le chemin du développement. Le FICO, tout comme le FPDCT, rencontre les mêmes difficultés. Il s'agit notamment de la faiblesse en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage au niveau des collectivités territoriales. Et cela a un impact sur la qualité des ouvrages livrés et surtout leur durabilité. C'est pourquoi assez régulièrement, à travers ces rencontres trimestrielles, nous examinons en tout cas les pistes de solutions pour amoindrir à un temps soit peu les désagréments que nous causent les entrepreneurs dans la mise en œuvre des projets que nous finançons. Le coordonnateur du Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées, Abdoulaye Zongo, le protocole d'accord qui existe entre le FPDCT et sa structure permet à chacune des parties de mener à bien ses missions sur le terrain. Dans ce sens, par exemple, nous devons accompagner toutes les collectivités de la zone d'intervention pour que ces collectivités-là puissent présenter les projets au niveau du Fonds permanent. Ça veut dire que dans le cadre de la préparation, il y a l'accompagnement qui est là. Également, on accompagne également l'ensemble de ces acteurs-là pour renforcer les capacités dans l'entretien, dans l'exploitation des infrastructures. Donc vous avez une structure qui est là pour accompagner, vous avez également une structure qui est là pour également assurer le financement, pour que l'ensemble, à la fin, que les collectivités aient des infrastructures de bonne qualité et des infrastructures qui sont exploitées pour le bénéfice des populations. Le Covid-19 a impacté négativement sur les réalisations du FPDCT cette année, selon son directeur général. Et cela s'est traduit par le faible niveau d'avancement des travaux sur plusieurs chantiers. Notons que le FICOD intervient dans 3 régions, à savoir le sud-ouest, l'est et le centre-est. Le maire de Ouagadougou dit non à l'occupation anarchique des voies de la ville sur l'axe Chuyalgado-Ouedraogo. Maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Arma Pierre Bewende a fait une descente surprise. Après plusieurs interpellations, cette visite inattendue a le goût d'un signal aux citoyens pour le respect des règles liées aux installations aux abords des voies pour une bonne mobilité. Sanata Seré et Abdoul Rahim Nyenye. À Ouagadougou, ils sont nombreux à occuper de façon anarchique les espaces publics. Malgré les multiples interpellations de la mairie centrale, le phénomène perdure. Cette situation n'est pourtant pas sans conséquences sur la mobilité urbaine. Ici, sur la nouvelle voie en finition reliant la Mako à l'hôpital Yalgado, non loin du parc urbain Bangroego, l'on constate une occupation anarchique du trottoir par des vendeurs notamment d'essence à frélater et des véhicules d'occasion. Le maire Armand Pierre Bewende a, lors de cette visite inopinée, interpellé les occupants des lieux. Que l'installation au bord des voies nouvellement construites est strictement interdite. Vous savez qu'il n'y a pas de voie bitumée à Ouaga où le domaine public n'est pas occupé par des commerçants anarchiquement installés. Et ça ne peut pas continuer. La RN4 sur laquelle nous sommes, qui est une route qui n'est même pas encore réceptionnée, vous voyez qu'elle commence déjà à être encombrée par des installations anarchiques. Nous avons vu également, à côté du parc, des gens qui vendent de l'essence dans des bouteilles. Ça, c'est une pratique même qui est quasiment interdite.
Le vendeur de véhicules dit avoir acquis une autorisation d'occupation temporaire de la mairie de son arrondissement. Une autorisation qu'il a d'ailleurs présentée au maire central. Je suis venu premièrement au niveau de Babangayogo avec une demande. Et j'ai reçu ma demande. Après, ils m'ont appelé que je dois aller faire la demande au niveau de la mairie centrale. Je suis parti à la mairie centrale avec une demande. Après 2 semaines, on m'a dit que c'est pas la mairie. Il va aller m'adresser à la mairie de la numéro 5 à Bordeaux. Maintenant, je suis parti là-bas avec la demande tout complet maintenant, à l'aide déposer. Voilà. Après 1 mois maintenant, ils m'ont appelé que le papier est sorti. Il y a eu l'autorisation, ils viennent m'installer ici. Avant ça, je suis venu regarder le lieu, avant de me donner l'autorisation. Je suis allé payer le 2 décembre à 108 000 francs voilà, pour l'année. Ça finit le 31 décembre. Je ne peux pas y venir illégalement, j'ai suivi les données avant de m'installer. Pour ces autorisations d'occupation délivrées par les maires d'arrondissement, le maire Armand Pierre Bewende est formel. Toute autorisation d'occupation doit avoir l'aval de la mairie centrale, dit-il. Un ultimatum a donc été donné par le maire au vendeur de véhicules en question pour déguerpir et le vendeur de carburant illicite, lui, a vu sa marchandise saisie. Voilà un reportage signé donc Sanata Seré et Abdul Rahim Tapsoba. C'est parti depuis ce samedi à 12 décembre pour le Festival des identités culturelles à Ouagadougou. Pour cette 3e édition, la réflexion porte sur l'histoire de l'identité monétaire africaine. Ce rendez-vous se poursuivra jusqu'au 18 décembre prochain. Ami Valiant avec la voix de Nili Tapsoba. L'histoire de l'identité monétaire africaine, c'est sous ce thème que se tient la 3e édition du Festival des identités culturelles. Selon les organisateurs, le festival veut contribuer à la promotion et à la sauvegarde des richesses culturelles en voie de disparition, accroître le niveau de connaissance des populations sur les valeurs et expressions culturelles des communautés minoritaires, promouvoir le dialogue interculturel entre les communautés et promouvoir l'oralité et les arts oratoires des communautés par l'image. Vous savez que nous sommes dans un monde qui change beaucoup. Et actuellement, nous sommes en train de perdre au fil du temps beaucoup de choses, beaucoup de nos valeurs et de nos richesses. Et il est très important pour nous actuellement, à défaut de faire renaître ces valeurs-là, qu'on puisse au moins les sauvegarder, participer à leur sauvegarde à travers la documentation. Et c'est pour ça que ce festival a été initié. Plusieurs activités sont au programme de ces festivités. Il s'agit entre autres de diffusion de films, de panels et d'échanges avec les parrains. Les organisateurs prévoient également la tenue d'un marché sans monnaie où les transactions se feront à travers des échanges, comme à l'époque précoloniale. Vous savez que le parrain, qui est un homme de culture, a, durant toute sa vie, mis l'accent sur la préservation de du patrimoine. Il a édifié un musée, il a travaillé sur l'oralité, le langage tambourinaire, le langage des masses. Donc, tout cela concourt donc à préserver notre patrimoine. Et en tant que parrain, il ne peut qu'encourager, féliciter ses filles à aller de l'avant, à travailler davantage sur les segments de la préservation de notre patrimoine, surtout par l'image et le son, qu'on peut garder surtout le numérique. Il sera également question de célébrer la nuit de la résistance, au cours de laquelle les Yarcés seront mis à l'honneur à travers la présentation de leur communauté. Notons que le Festival des identités culturelles FESTIC a été créé en 2018 par le cinéma numérique ambulant CNA, qui est un réseau international d'associations de cinéma mobile installé dans 9 pays. Cinéma à présent, le film Sankara et moi a connu sa grande première vendredi dernier. Un long métrage produit par Hilaire Thiombiano en collaboration avec Canal+, et qui fait du père de la révolution burkinabé Thomas Sankara une référence humaine. Ami Valiant et Fatimata Nikiema vous donnent un aperçu du film. Vous n'allez pas porter une arme. Tu as déjà vu Sankara sans son compte à Cross d'Ivoire? Sankara et moi est une coproduction de Canal+ et Studio Orange. Un film qui lève un coin de voile sur la vie du père de la révolution burkinabé. Pour Hilaire Thiombiano, producteur exécutif de ce film, c'est un rappel sur la question d'intégrité que le capitaine Thomas Sankara incarnait. En 90 minutes, ce sont des cinéphiles qui ont découvert d'autres facettes du capitaine révolutionnaire.
La question qui est plus développée dans ce film, c'est qu'avons-nous fait de nos 17 ans. En fait, on a tous eu des objectifs quand on avait 17 et 18 ans, pardon. Mais actuellement, vu les conditions de vie, souvent, disons qu'on change de veste. Donc c'est ça qui est beaucoup plus développé dans ce film à travers le côté modèle humain de Thomas Sankara. En tournant ce film, c'est beaucoup plus faire ressortir cette question d'intégrité, de dignité, de patriotisme en nous. Surtout nous burkinabés. Ça fait voir beaucoup de réalités. Et je me rends compte que nous avons délaissé vraiment nos cultures et nos valeurs pour de l'argent, pour le plaisir occidental. Ça m'a vraiment fait revoir au fait ma place que j'ai à jouer pour l'évolution de mon pays. Pour le directeur de Canal+ au Burkina, cette coproduction entre en droite ligne des missions de Canal+, qui est de favoriser et de promouvoir la production des films sur le continent africain. On a cette ambition de pouvoir multiplier les contenus africains, puisque c'est ce qui est demandé par le continent, par les 5 millions d'abonnés qui sont à travers l'Afrique. Donc il était naturel de pouvoir effectivement poursuivre ou en tout cas accompagner ce type de projet. Et donc ça c'est l'un des projets qu'on a coproduit, mais il y en aura plusieurs qui vont se faire et on espère que l'année 2021 sera riche en production made in Burkina. Sankara et moi, c'est aussi un casting qui regroupe des grands noms du 7e art burkinabé comme Zami Gebre, Désiré Yamiogo, Alassane Dakisaga, Joséphine Ian et Claire Tipi. Après le cinéma, pourquoi pas un peu de sport. La Fédération burkinabé de Kung Fu était au Palais Royal du Mogonaba vendredi dernier. Une visite à double intérêt. Primo, présenter les membres du bureau de la Fédération et secondo, recevoir les bénédictions de Sa Majesté Assami Tiemtori. Cette visite a un double objectif. Élu à sa propre succession, le président, pour remercier Sa Majesté le Mogonaba et lui demander des bénédictions pour le nouveau mandat, est allé présenter tous les membres du bureau. L'occasion également d'annoncer à Sa Majesté l'organisation d'une compétition dans les prochains jours. Nous sommes venus présenter nos hommages à Sa Majesté le Mogonaba ce matin et pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour le Kung Fu Wushu, aussi pour le présenter le nouveau bureau parce qu'on n'avait pas eu l'occasion. En plus, il y a aussi la coupe de son Excellence, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, que nous organisons le 19 et le 20. Nous sommes venus lui dire cela et demander aussi son parrainage pour cette coupe. Pour cette coupe, l'organisation se fera à l'image du championnat national dans le but de donner d'abord la chance à tous les compétiteurs, mais aussi de leur permettre d'avoir une compétition de mise en jambe. Et bon, la coupe, elle concerne d'abord tous les pratiquants du Wushu au Burkina, c'est-à-dire que toutes les régions sont concernées. On va l'organiser de la manière du championnat, mais d'une manière beaucoup plus simplifiée pour pouvoir prendre en compte le temps. Et donc, la coupe, c'est son Excellence qui a bien voulu nous aider parce que cette année, on n'a pas eu de compétition. Donc, son Excellence a mis cette coupe-là pour permettre aux athlètes de faire quelque chose au moins durant toute l'année 2020. Bon, d'ores et déjà, nous préparons les échéances, comme d'habitude, pour le championnat national. Aussi pour les coupes, pour le championnat d'Afrique de l'Ouest et sur le plan international, mais tout dépendra de l'évolution de la maladie du Covid-19. Cette visite a pris fin avec une série de démonstrations de techniques et de pratiques de Kung Fu devant Sa Majesté le Mogonaba. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette magnifique photo. Après les hippotragues, voici les buffles que l'on retrouve toujours dans la région de l'Est du Burkina. Et comme je vous le disais hier, c'est précisément dans le parc W qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 2017. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite de programme sur 3TV, la télévision interactive.